Yuji Itadori signe enfin son grand retour dans Jujutsu Kaisen Modulo. Il est désormais reconnu comme une véritable légende dans l'univers de l'occulte, au même rang que Gojo Satoru. Mais ce n'est pas tout, car le tout dernier chapitre de Modulo nous dévoile l'une des techniques ésotériques les plus impressionnantes jamais révélées dans Jujutsu Kaisen. Une aptitude rivalisant avec l'infini de Gojo Satoru avec l'art occulte de Ryomen Sukuna, et peut-être même celui de Takaba. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Jujutsu Kaisen Modulo. Nous allons décortiquer le tout dernier chapitre qui met en lumière les pouvoirs de Maru et qui signe le retour triomphal de Yuji Itadori dans la trame principale. Les descendants de Maki et de Yuta Okotsu poursuivent leur mission d'exorciste. Ils collaborent avec Maru, un jeune extraterrestre, un Simurien, et à chaque mission, ils apprennent davantage à comprendre sa véritable nature. Cette alliance cache cependant des enjeux colossaux, car à tout moment, une guerre pourrait éclater entre les exorcistes humains et les Simuriens. Leur leader, Dabura, serait doté d'une puissance comparable à celle de Sukuna. Quoi qu'il en soit, si tu veux tout saisir sur la force de Maru et des Simuriens et connaître la place qu'occupe Yuji Itadori dans cette nouvelle ère de Jujutsu Kaisen, tu es sur la bonne vidéo. Comme toujours la team, je vous encourage à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Du très lourd arrive. Sans plus tarder, plongeons directement dans le vif du sujet. Remettons un peu de contexte. Dans les derniers chapitres, nos héros ont été envoyés sur différentes missions. Maru et Tsurugi ont commencé à tisser un véritable lien, et désormais les petits-enfants Okotsu considèrent Maru comme un camarade à part entière. Récemment, Maru, Tsurugi et Yuka ont été dépêchés sur une nouvelle mission. Les informations sont floues, mais un enfant a éveillé des soupçons chez ses proches. Il cacherait peut-être une double personnalité. Nos protagonistes sont donc chargés d'enquêter. Maru et Tsurugi localisent l'enfant tandis que Yuka effectue des recherches sur le lieu où il réside. Maru et Tsurugi se laissent duper par le jeune garçon qui s'avère en réalité être un vieil homme, un ancien maître des fléaux. Maru est pris de court et se fait surprendre par une attaque soudaine de l'homme âgé. Il perd aussitôt connaissance. Tsurugi se retrouve alors seul face à l'adversaire. Mais c'est l'occasion parfaite de découvrir le véritable potentiel du petit-fils de Yuta et Maki. L'opposant de Tsurugi possède une force considérable, au moins de niveau gradin. Il combat à l'aide d'aiguilles et dispose d'un esprit maudit l'assistant durant les affrontements. Il est capable de modifier son apparence grâce à son sort, et peut créer un double autonome pouvant combattre à sa place. C'est un expert de la dissimulation. Cependant, Tsurugi Okotsu ne se laisse pas impressionner et accomplit sous nos yeux quelque chose d'inédit. Tsurugi est semblable à Maki et Toji, il ne détient pas d'énergie occulte. Il possède une restriction maudite totale, l'empêchant de manipuler toute forme d'énergie occulte. En échange, il bénéficie d'une puissance physique surnaturelle défiant la logique. Jusque-là, rien de nouveau, mais Tsurugi maîtrise une aptitude qu'aucun autre n'a jamais manifestée, ni Toji ni Maki. Malgré son absence totale d'énergie occulte, il parvient à en utiliser. Oui, vous avez bien entendu. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible. Le principe même de la restriction repose sur l'absence totale d'énergie occulte. Eh bien, Tsurugi a la capacité d'absorber l'énergie occulte, contenue dans un objet maudit, puis de la canaliser. Grâce à cette faculté, il a pu déployer une technique issue de la nouvelle école de l'ombre. Cette utilisation est entièrement inédite et donne à Tsurugi un avantage colossal. Au départ, je pensais que comme Maki, avant le sacrifice de Mai, Tsurugi possédait une infime quantité d'énergie occulte, ce qui lui permettait de réaliser cette prouesse. Mais en vérité, il s'agit d'un phénomène bien différent. Que Tsurugi peut canaliser l'énergie occulte des objets maudits et l'utiliser à volonté. C'est tout simplement incroyable. À quel degré Tsurugi pourra-t-il exploiter cette aptitude? Bien entendu, la quantité d'énergie disponible dépendra de celle que contient l'objet maudit. Mais souvenez-vous que Tsurugi détient la bague de Rika. S'il parvient à la manifester, il pourrait puiser dans son énergie et devenir quasiment invincible. Revenons donc au combat. Le domaine simple de Tsurugi lui procure une défense absolue, lui permettant de contre-attaquer automatiquement. Il parvient à esquiver chaque assaut de son adversaire dès qu'il entre dans son périmètre d'action. C'est à ce moment précis que Yuka rejoint le champ de bataille, dévoilant sa technique occulte baptisée morsure tournoyant. La coordination entre les descendants Okotsu est d'une précision remarquable. Même le maître des fléaux admet que leur puissance combinée ne s'additionne pas simplement, mais se multiplie. Pourtant, le vieil homme n'a pas dit son dernier mot. Grâce à un subterfuge, il parvient à infliger une blessure grave à Yuka, plaçant Tsurugi dans une situation critique. Mais à cet instant, Maru se réveille et tout bascule. Maru ouvre son troisième œil. Toutefois, il semble toujours inconscient, comme si cet œil prenait le contrôle de son corps. L'aura qui s'en dégage est si intense qu'elle effraie immédiatement le maître des fléaux. Maru empêche l'ennemi d'utiliser son esprit maudit en lui transperçant la main. Il lance ensuite un projectile, que l'adversaire tente d'esquiver en prévoyant sa trajectoire.
Mais à la dernière seconde, le projectile change brusquement de direction. Maru enchaîne alors avec un coup de pied d'une puissance dévastatrice pulvérisant les environs. Tsurugi reste stupéfait face à la force de Maru, mais ce n'est que le début. Le maître des fléaux comprend qu'il aurait dû éliminer Maru lorsqu'il en avait encore l'occasion. C'est alors que le frère jumeau de Maru apparaît à distance, observant calmement la scène. Il se montre déçu du comportement de Maru, qu'il juge trop impulsif pour si peu. Mais au fond, cette situation semble l'arranger. Si Maru s'en prend à un humain, ce sera l'excuse idéale pour déclencher une guerre ouverte entre les Simuriens et les exorcistes terriens. C'est extrêmement intéressant, car les enjeux de Modulo diffèrent profondément de ceux du Jujutsu Kaisen original. Ici, les protagonistes évoluent dans un climat de tension permanente, conscients qu'une seule erreur pourrait provoquer un conflit dévastateur. Les Simuriens représentent une menace aussi dangereuse que fascinante. Des êtres étrangers, mais étonnamment proches de l'humain. Des entités qui sont aujourd'hui des alliés, mais qui pourraient à tout moment se transformer en adversaires. Dans l'hypothèse d'une guerre, le frère de Maru ne doute pas un instant de la supériorité de son peuple. D'après lui, Dabura est l'être le plus redoutable qui soit, une force comparable à celle de Ryomen Sukuna. L'introduction de Dabura est d'ailleurs capitale pour la suite de l'histoire. Souvenez-vous, dans Jujutsu Kaisen, tout repose sur une balance cosmique. Ce n'est pas une coïncidence si Gojo et Sukuna se sont retrouvés au même endroit au même moment. L'univers du Jujutsu se régule toujours autour d'un équilibre. Ainsi, l'arrivée de Dabura, entité dont la puissance rivalise avec celle du roi des fléaux, bouleversera inévitablement le monde des exorcistes terriens. Cela pourrait annoncer le retour d'un personnage légendaire d'un niveau équivalent, ou encore l'éveil d'un nouvel être d'un calibre similaire à celui d'un honoré déchu. Revenons au combat. Le maître des fléaux tente de comprendre la nature du pouvoir de Maru. D'abord, il croit à une technique d'antigravité, mais très vite il réalise que ce qu'il observe dépasse totalement sa compréhension. Le temps lui-même paraît se tordre, l'horloge tourne à rebours, l'air se contracte, les objets se soulèvent et l'atmosphère se modifie comme si la réalité était réécrite. L'existence même de Maru semble remodeler tout ce qui l'entoure. Le vieil homme est frappé par une vision du passé, un souvenir douloureux ressurgit. Il se rappelle d'un visage, celui d'un combattant qu'il avait déjà mis dans un état de terreur absolue. Ce jour-là, il avait ressenti une peur viscérale qu'il n'a jamais oubliée. Ce visage, c'est celui de Yuji Itadori, l'unique. Ce souvenir le hante car Yuji est la seule personne à l'avoir poussé à craindre pour sa propre vie lors d'un affrontement. On reconnaît Yuji à la cicatrice visible sur son visage. On peut en déduire qu'après ce combat, Yuji s'est consacré à éradiquer tous les fléaux et esprits maudits restants. De nombreux survivants de la traque mortelle subsistaient encore, et ce vieil homme faisait partie des rares à avoir échappé à Yuji grâce à sa capacité à se dissimuler sous l'apparence d'un enfant. Aujourd'hui, Yuji est devenu un véritable symbole dans le monde occulte. Il représente la même autorité que Gojo Satoru autrefois. On retrouve d'ailleurs un clin d'œil évident à Gojo. Sa simple naissance avait perturbé l'équilibre du monde, plongeant les fléaux dans la crainte. Désormais, cette aura de dissuasion s'incarne à travers Yuji. Maru continue d'écraser son adversaire sous une démonstration de pouvoir qui dépasse l'entendement. Il modifie les propriétés de l'eau, la change en glace en un instant, transforme l'air autour en un champ hostile et altère la logique du combat. Le maître des fléaux se rend compte qu'il n'a aucune issue, il est littéralement dépassé. Alors que Maru s'apprête à porter le coup final, Tsurugi surgit et interrompt l'attaque. Le choc projette Tsurugi à travers le décor. Preuve indiscutable de l'intensité du coup de Maru. Rappelez, Tsurugi subit une projection exceptionnelle alors qu'il est censé résister à ce type d'impact grâce à sa restriction maudite complète. C'est dire la magnitude du pouvoir que déploie Maru. Tsurugi tente d'apaiser Maru, lui rappelant qu'il a déjà fait assez, qu'il ne doit pas aller jusqu'à ôter la vie, surtout en présence d'un enfant d'une famille influente. Il sait pertinemment que certains chercheraient immédiatement à exploiter cet acte pour enflammer les tensions entre humains et simuriens. Tsurugi veut éviter toute manipulation politique qui déboucherait sur une conflagration. Mais Maru reste immobile, inconscient. C'est comme si son troisième œil avait pris la décision à sa place. À ce moment précis, le frère jumeau de Maru intervient et stoppe net son frère avant que la situation ne dégénère. Il observe froidement et alors qu'il met un terme à l'affrontement, on comprend que ses motivations sont diamétralement opposées à celles de Maru. Là où Maru tend à chercher la coexistence, son frère désire un prétexte pour déclencher l'affrontement. Cette opposition fratricide pose un souci majeur alors que Maru s'intègre peu à peu aux petits-enfants Okotsu à la façon d'un camarade sincère. Son frère voit en lui l'opportunité d'un incident qui légitimerait la guerre. Il pense que si Maru blesse ou tue un terrien, surtout s'il s'agit d'un membre éminent d'une ligne reconnue, les Simuriens pourraient réclamer réparation et déclencher les hostilités. C'est un dilemme moral et stratégique lourd de conséquences. Peut-on vraiment se permettre d'accueillir des êtres aussi puissants quand il suffit d'un événement pour rompre la fragile paix ? L'introduction de Dabura renforce encore l'enjeu. Si Dabura possède réellement une puissance équivalente à celle de Ryomen Sukuna, alors le monde tel qu'il existe pour les exorcistes terriens risque d'être ébranlé. Dans cet univers, l'équilibre a toujours été précaire. L'ascension d'un être surpuissant appelle souvent la manifestation d'une contre-force pour rétablir la balance.
C'est pourquoi l'apparition d'une menace du calibre de Dabura suscite des scénarios dramatiques. Retour d'exorcistes légendaires, éveil de talents insoupçonnés, ou encore réveil de reliques anciennes capables de basculer la donne. Et n'oublions pas l'élément perturbateur que constitue le doigt de Sukuna, un artefact qui, même fragmentaire, demeure capable d'attirer des catastrophes. Sa présence suggère que rien n'est définitivement clos. Sukuna pourrait refaire surface si quelqu'un venait à récupérer suffisamment de fragments, ou si une assimilation avec Tengen devenait possible. L'idée que la population japonaise puisse être liée à une fusion avec Tengen ajoute une couche d'incertitude politique et surnaturelle qui pourrait déclencher des mouvements de panique ou de mobilisation générale. Face à une menace qui ressemble à Sukuna qui peut réellement s'opposer, Gojo Satoru a jadis chamboulé l'ordre, Yuji Itadori aujourd'hui joue un rôle équivalent. Mais si les Simuriens s'organisent autour de leaders comme Dabura, les exorcistes actuels pourraient se retrouver largement dépassés. La solution la plus plausible serait la convocation des anciens exorcistes, ou l'éveil d'individus d'un niveau exceptionnel. Sinon, la survie du monde occulte tel qu'on le connaît resterait en grave danger. Pour l'instant, ce chapitre se termine sur une note ouverte. Maru est arrêté, Tsurugi et Yuka se remettent de leurs blessures, le maître des fléaux est neutralisé, et le frère de Maru repart en observateur. Mais la menace d'un conflit plane plus que jamais. L'équilibre est fragile et la suite s'annonce explosive.